Bonsoir. À la une, le premier télévangéliste français. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un spot de quelques secondes. Il passe depuis hier sur 3 chaînes, vous venez peut-être de le voir. C'est de la pub pour Pâques. L'épiscopat approuve du bout des lèvres et le CSA s'inquiète des conséquences d'un tel précédent. Dieu à la télé avec Isabelle Thomas. Après Noël, Pâques est sans doute la plus populaire des fêtes religieuses. Chocolat et œufs en sucre y sont bien sûr pour beaucoup et c'est peut-être ce qui a incité des chrétiens à recentrer un peu les débats. Demain soir, en France, 1500 adultes vont recevoir ce même baptême. Les églises catholiques seront ouvertes à tous. Venez partager notre espérance. Moi, je vous dis franchement, Saint Paul descendait sur l'aréopage pour parler aux gens de Corinthe. Eh bien, l'aréopage d'aujourd'hui, c'est la télé. Demain soir, des catholiques qui deviennent cathodiques, l'initiative est accueillie avec quelques réticences par l'épiscopat français. C'est en quelque sorte un test, mais cette initiative a été prise par des chrétiens et dans l'église on ne marche pas au sifflet et donc ils ont pris cette initiative, et bien soit. Autre réticence, le coût d'un tel spot. 400 000 francs, privé certes, mais qui pourrait ouvrir l'antenne à toute secte tant soit peu fortunée. Le CSA rendra un avis mardi, tout en rappelant que les annonceurs sont seuls responsables des publicités diffusées. Un débat qui contraste en tout cas avec la tradition d'humilité des fêtes pascales. Hier, le pape a lavé les pieds de 12 prêtres en souvenir de la dernière scène du Christ. Et aujourd'hui, ils étaient plus de 10 000, rien qu'à Paris, à suivre les différentes processions, dont celle de Monseigneur Lustiger à la basilique de Montmartre. Les catholiques fêteront Pâques dimanche, une semaine avant les protestants. Pour les juifs, c'est ce soir que commence. Les premières manifs après la bombe de Pierre Joxe, le plan de restructuration de l'armée va laisser un grand vide dans certaines villes. Aujourd'hui, des élus, notamment socialistes de Cherbourg, ont occupé le bureau du sous-préfet et ils demandent déjà un rendez-vous à Pierre Bérégovoy. Dans l'Est, c'est également le choc. L'exemple de Mailly-le-Camp, c'est un tremblement de terre économique et social que s'apprête à vivre cette ville. Reportage FR3 Reims. L'armée lève le camp à Mailly. Depuis quelques mois, on en parlait sans trop y croire. Maintenant, c'est officiel. Nouvel électrochoc pour ce village qui, depuis le début du siècle, doit son expansion au sol militaire. Nous allons rentrer dans une zone, je dirais, de turbulence, mais surtout, nous serons véritablement sinistrés. À l'école communale, on voit bien le poids des unités stationnées ici. Dans cet établissement, les 2/3 des élèves sont des enfants de militaires. Même proportion sur l'ensemble de la commune. L'armée, c'est ici 1900 personnes sur 2700. Les plus inquiets, sans aucun doute les commerçants, ainsi ce coiffeur fraîchement installé dans un nouveau salon. C'est 50% de notre chiffre d'affaires qui va être réduit. Hein. Et puis, c'est pas l'avenir. C'est pas du tout. Ici, au cœur d'une zone rurale, l'armée contribuait en effet au maintien d'une bonne vingtaine de commerces et de services, mais aussi d'artisans, maçons, plombiers, menuisiers ou couvreurs. Le 3e héros, c'est quand même un régiment qui nécessite un entretien dans ses bâtiments, dans ses infrastructures. Donc on intervient, disons presque, je dirais pas en permanence, mais assez souvent quand même dans le domaine des réparations. Dans un an, le 3e régiment d'artillerie et ses soutiens logistiques vont partir. Un centre d'entraînement au combat et d'évaluation de l'aptitude opérationnelle devrait prendre la place d'ici 2 ou 3 ans. L'un va-t-il remplacer l'autre au niveau des retombées? Ici, on s'interroge, mais on en doute très sérieusement. Afghanistan, les premières divisions dans le camp de la résistance. Le temps joue contre les Moudjahidines. Depuis la disparition du président Najibullah, c'est l'ONU qui reste le seul point de repère. Philippe Pister. Image d'une tranquillité trompeuse. Kaboul attend. Les Moudjahidines sont aux portes de la capitale, prêts à l'investir. Ce n'est plus qu'une question de jours, d'heures peut-être. Après avoir tenté de fuir mercredi, l'ancien président Najibullah serait toujours là, caché quelque part dans Kaboul. Certainement dans une des représentations diplomatiques de l'ONU. L'ONU en intense négociation pour obtenir son départ, sain et sauf.
Car révolution de palais oblige, l'ancien président aujourd'hui n'est plus qu'un dictateur en fuite, si l'on en croit le ministre des Affaires étrangères afghan, un homme considéré il y a quelques jours encore comme l'un des proches de Najibullah. Il serait d'ailleurs en contact avec les Moudjahidines. Il aurait rencontré dans le nord ce matin le célèbre commandant Massoud. Visiblement, les généraux au pouvoir à Kaboul cherchent à s'entendre avec le modéré Massoud, chef d'une faction de la résistance à majorité tadjik. Ils tentent d'éviter le pire, car après avoir pris Herat à l'ouest, la faction dure à majorité pachtoune du fondamentaliste Hekmatyar avance sur la capitale par le sud. À terme, Kaboul risque d'être le champ clos de l'affrontement entre les deux groupes rivaux de la résistance. Pendant ce temps, à Peshawar, au Pakistan, 3 millions de réfugiés afghans pensent au retour. Déjà, ils tentent de changer leur devise pakistanaise contre de la monnaie afghane. L'ONU est aussi en Bosnie-Herzégovine. L'envoyé spécial de l'organisation est de plus en plus pessimiste. L'Américain Cyrus Vance craint une catastrophe et pour lui, il n'y aura aucun vainqueur dans cette guerre. Juste après son départ, Sarajevo a d'ailleurs été de nouveau bombardé. Ces combats, c'est aussi la fin d'une république multiconfessionnelle en Europe. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-François Gringoire et Christophe Hérault. Dans la vieille ville musulmane, à 2 km des canons serbes, les autorités ont ordonné l'ouverture des magasins pour que la vie y paraisse le plus normale possible. Parce que ce quartier, c'est l'héritage de 5 siècles de domination turque, le cœur d'un islam qu'on attaque aujourd'hui. Un islam pratiqué librement avec le respect des autres religions par des musulmans européens. Ils ont récupéré les noms, les rites, peut-être une certaine manière de réflexion, etc. Un mode de vie qui est peut-être bien entendu différent des autres. Mais dans cette ville et dans cette Bosnie-Herzégovine, ils ont toujours pu vivre tous ensemble. En ce vendredi de prière, la communauté musulmane enterre 8 des siens morts au combat. La mosquée du Tsar est archi-comble pour écouter l'imam dire que les Serbes sont 3 fois plus forts et espérer que Dieu aidera les musulmans, comme pour les Juifs, face au pharaon. Chez Arslan Arsanagic, comme tous les vendredis après la prière, on a préparé un bon repas, malgré les problèmes d'approvisionnement. Avec sa mère, sa femme et ses 2 enfants, Arslan vise sur les hauteurs de Sarajevo, directement sous la menace serbe. Très pratiquant, ce fils d'imam est fier de son Coran, écrit il y a 500 ans en Bosnie. La parole d'Allah, le texte sacré d'Allah, le Coran, c'est la meilleure arme pour se défendre contre ses ennemis, ceux qui nous veulent du mal. Cet islam tolérant, sans excès, résistera-t-il à la folie guerrière qui s'empare de la Bosnie-Herzégovine? Pour le chef de la communauté islamique, la réponse est claire. Belgrade cherche à le faire croire, peut-être même à le provoquer. Mais ici, une république islamique est impossible, car notre islam est vraiment pacifique. Les musulmans de Bosnie-Herzégovine ne mèneront pas de guerre sainte. Mais si les combats continuent, il ne serait pas étonnant que les plus extrémistes d'entre eux partent au front au nom de l'islam. Un pavillon en feu à l'exposition universelle de Séville, à 2 jours de l'ouverture. C'est le bâtiment des îles du Pacifique Sud qui est donc parti en fumée. C'est un pavillon construit en partie en bois et en feuilles de palmier. Le commissaire général a parlé d'un accident, mais c'est tout de même le 2e incendie à Séville depuis le démarrage du chantier. Puis pour les Espagnols, Séville, c'est aussi le TGV, une ligne de près de 500 km entre Madrid et la capitale de l'Andalousie. Un TGV construit par le français Alstom et qui va permettre pour la première fois de désenclaver tout le sud de l'Espagne. Reportage de Claude Guénaud et Laurent Pelletier. À 250 km/h, ces champs d'oliviers qui s'étendent à perte de vue entre Madrid et Séville, jamais les Espagnols ne les avaient découverts à cette vitesse. Avant, il fallait 6 heures pour faire Madrid-Séville. Maintenant, 2h50 suffisent, se réjouit le conducteur. Madrid-Séville en moins de 3 heures, le TGV va permettre de rompre l'isolement du sud de l'Espagne et de l'Andalousie, un désenclavement qui sera achevé ultérieurement par le raccordement au réseau français au nord. Longue de 471 km, la ligne est entièrement nouvelle. Elle traverse une zone montagneuse, ce qui a nécessité la construction de 17 tunnels et 31 viaducs. À quelques modifications près, l'AVE est la réplique du TGV Atlantique, juste un peu plus luxueux, avec des sièges en tissu, télévision et un bar très convivial.
Pour Alstom, le constructeur, c'est la première fois que le TGV emporte un véritable marché à l'étranger. Nous avons apporté la preuve que nous sommes capables d'exporter, de mettre en service dans un pays très rapidement un train à grande vitesse, de transférer la technologie. Je pense que j'espère que ça servira d'appui pour les marchés en cours de discussion en Corée ou à Taïwan. Et comme cette année, l'Espagne a décidé de ne pas faire les choses à moitié, Madrid a aussi son chantier de prestige. Pour accueillir le TGV, la vieille gare d'Atocha, construite par un disciple de Gustave Eiffel il y a un siècle, est en pleine rénovation. Avec son jardin tropical, ce sera une des plus belles gares du monde. Des dizaines de palmiers et d'orangers y ont été transplantés. Il y a quelques jours encore, c'était la course contre la montre pour terminer les travaux dans les délais. L'Etna sous la neige, les spécialistes luttent toujours contre la coulée de lave, mais ils sont gênés par les très mauvaises conditions météo. Les opérations ont donc été pratiquement stoppées. Tout le sommet du volcan était aujourd'hui dans les nuages et les hélicoptères n'ont pu finalement larguer que quelques explosifs. En fait, les vulcanologues sont surtout aidés par un ralentissement de l'activité de l'Etna. Tennis, les Français en week-end au tournoi de Nice. Il ne reste plus que Fabrice Santoro. Il s'est qualifié, lui, pour les demi-finales. En revanche, Guy Forget, Henri Lecomte et Thierry Champion ont été éliminés. Et pour la revanche de la Coupe Davis, c'est Pete Sampras qui a remporté le match. L'Américain n'est pourtant pas un spécialiste de la terre battue, mais il a éliminé Lecomte en 3-7, 6-4, 1-6 et 6-3. L'artiste avait ébloui ses contemporains. En quelques années, il pressent tous les grands bouleversements du 19e siècle. En 1828, Richard Park Bonington meurt à l'âge de 26 ans. Il avait choisi Paris pour travailler avant de céder à la fascination de Venise. Ses plus belles aquarelles sont exposées au Petit Palais à Paris, une découverte avec Gérard Tavera, FR3 Île-de-France. Pour avoir dessiné trop longuement au soleil dans les boucles de la Seine, Richard Parkes Bonington meurt en septembre 1828. Il n'a pas encore 26 ans. Virtuose des instantanés à l'eau et à l'huile, il s'immerge dans la lumière des paysages bien avant les impressionnistes. Fameux en son siècle et méconnu dans le nôtre, il fut un maître sans l'avoir voulu. Tout d'abord par l'influence qu'il a eue sur ses contemporains, sur Delacroix en particulier. Bonington a été l'intime de Delacroix, ils ont partagé pendant quelques mois le même atelier, et sans nul doute, Bonington a-t-il influencé Delacroix en lui enseignant une technique spécifiquement anglaise, celle de l'aquarelle. Amateur de gothique ruiniforme dans le sillage romantique de Chateaubriand, il fut surtout un peintre de marine, ancien élève des Beaux-Arts. Il peint en France l'essentiel de son œuvre, mais il lui reste tout de même un je ne sais quoi d'étranger. Un regard qui est spécifiquement anglais, porté sur la nature, une attention à la vérité de l'expression, qui conserve dans le traitement du paysage le caractère de spontanéité et de fraîcheur qui est la marque de la technique de l'aquarelle, auquel il rajoute une vision proprement subjective, essentiellement poétique, qu'on retrouvera plus tard chez Corot. Corot qui disait, en parlant des œuvres de Bonington, qu'il avait découvert sa vocation devant des aquarelles de Bonington. Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Marcel Proust ont aimé la lumière de Bonington, le météore, mais le plus bel hommage est celui de son ami Eugène Delacroix. Personne avant lui n'a possédé cette légèreté dans l'exécution qui fait de ses œuvres des espèces de diamants dont l'œil est flatté et ravi indépendamment du sujet ou de l'imitation. Le kiosque maintenant de Philippe Dessevski, un kiosque espagnol. L'Espagne fait la une de vos magazines et cela ne fait que commencer. Viva España, titre le Figaro Madame, à quelques jours de l'ouverture de l'exposition universelle de Séville. À cette occasion, Géo publie un hors-série, véritable guide pratique sur cette rencontre du savoir et des cultures du monde. Un voyage à travers le 3e millénaire sur le lieu où il y a 500 ans, Christophe Colomb préparait son voyage vers un monde encore inconnu. Séville n'étant qu'à 2 heures de Paris en avion, la tentation est grande d'un week-end. Aussi VSD Voyage a-t-il réalisé une visite en 48 heures chrono de la ville hôte de l'Expo universelle. Autre visite guidée, Barcelone, la plus dynamique, la plus gaie et la plus dérangeante aussi des métropoles européennes. L'Espagne, toujours à la une dans la collection Voyage du Nouvel Observateur. Une trentaine d'intellectuels nous donnent leur vision de ce royaume de Don Quichotte, d'Arrabal à Fernandez en passant par Vasquez Montalban ou Juan Goytisolo. On se rend compte que l'Espagne est un des leaders européens, qu'elle a regagné une position internationale absolument incomparable, qu'on pense à la tenue de la conférence pour la paix au Moyen-Orient sur son sol,
Elle est à la tête de 350 millions d'hispanophiles. Et puis, on a quasiment oublié que, voilà à peine 20 ans, Franco mourait, et que ça fait simplement une dizaine d'années qu'il y a une espèce de cohabitation excessivement démocratique entre la couronne et le pouvoir socialiste. Enfin, Muséart consacre son dossier à Madrid, qui le mois prochain s'enflammera de sa feria. La première dans la passion et l'intelligence de la fête du taureau de combat, c'est du moins le jugement de Muséart. Fin de ce journal. Dans un instant, météo complète présentée par Michel Touré, ensuite musicale, et Alain Duhaut vous propose ce soir une œuvre de François Couperin. L'information sur la 3 tout au long de ce week-end, ce sera en compagnie d'Éric Cachard. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et un bon week-end. Bonsoir, merci.